Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis, bonjour à tous, un très bon dimanche de printemps. Ah, le temps arrive où nous allons nous retrouver. Eh oui, nous retrouver aux terrasses dès mercredi. On va y avoir droit enfin, pas tous, hein. La moitié d'entre nous seulement, enfin c'est un calcul un peu de mauvaise foi j'avoue, mais comme la jauge va être à 50%, eh bien il y aura un conjoint sur deux, un couple sur deux, un pote sur deux, enfin. Si je peux vous donner un conseil, réservé à l'avance et prévoyez. On fera le point dimanche prochain sur le retour au resto. Ça sera pas triste à mon avis. En attendant, petit coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer à penser ensemble à ce qui nous a le plus manqué au cours de cette année Covid, enfin quand je dis année et demie plutôt. Alors moi il y a un truc qui m'a grave manqué, comme diraient les jeunes, c'est le SIA, le Salon International de l'Agriculture. Vous savez, aller au contact des agriculteurs, des paysans et de leurs bêtes, beaucoup n'y vont souvent que pour ça. Et il y en a à qui ça a encore plus manqué qu'à moi, ce sont les agriculteurs eux-mêmes, pour qui le salon de l'agriculture est d'abord une fierté, montrer ce qu'ils font bien, une fête, une occasion de virer entre copains, entre collègues, une fois par an. Allez, on évoque cela dans l'émission ce matin avec les premiers concernés. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec moi en studio ce matin pour ce beau dimanche, Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca. Bonjour Arnaud Lemoine. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec les auditeurs de Sud Radio. C'est un plaisir. Écoutez Arnaud, d'abord, alors parce que j'ai donné un nom que personne, ou enfin en tout cas en dehors de la profession, ne connaît, c'est le Sénéca. C'est quoi le Sénéca ? Sénéca, c'est une entité en fait qui est propriétaire du Salon International de l'Agriculture, d'accord, du Salon du Cheval de Paris, oui, copropriétaire du Concours Général Agricole et propriétaire du Championnat du Monde de Cheval Arabe. Ah ben voilà. Tout ça. Alors, écoutez, et ça veut dire quoi, Sénéca, l'acronyme ? Alors, Centre National des Concours et Expositions Agricoles. Ah, c'est un peu ce que serait le COET pour l'artisanat, pour les MOF. Un peu ça. Mais bon, en fait, c'est une enveloppe dans laquelle rentre évidemment le salon de l'agriculture, qui est votre plus gros salon. C'est notre plus gros salon. Bon, alors, vous êtes le directeur du Sénéca, et donc je vous ai fait venir à ce titre. D'abord, pour nous dire un peu quel est le sentiment, vos retours. Vous avez été privé de salon, il faut le rappeler, évidemment, en année Covid, pour cause sanitaire et on va dire, de bon fonctionnement d'un salon qui, évidemment, est par essence convivial. Et donc, ça, c'était pas le mot qu'il fallait mettre en avant cette année. Absolument. Et surtout, on a été le dernier événement de l'année passée, puisqu'on a terminé le salon de l'agriculture 2020. L'avant-dernier jour. Donc, on a été le dernier événement de tous les événements en France et on a fini un jour avant. Bon, on n'a pas fait de salon cette année. Le mot qui revient, c'est tristesse. On ne va pas se mentir. On est triste pour les agriculteurs qui n'ont pas pu monter sur Paris, présenter leur savoir-faire et j'ai envie de dire leur savoir-être. Parce qu'on a de moins en moins de gens, quelque part, qui connaissent le monde agricole. Et cette grande ferme de France, à ce moment-là, c'est quand même une façon de montrer le savoir-être des paysans français. Donc, tristesse, et puis le livre de Philippe Labrousse est tombé 7 fois, relevé 8. Donc, on se relève et on est en train de préparer 2022. Alors là, je m'inscris en faux, parce que quand on tombe 7 fois, on se relève 7. Pour se relever une 8e fois, il faudrait tomber une 8e fois. Eh bien... oui, mais je sais pas, c'est un abus de langage, mais c'est pas grave. J'ai cité le livre de Philippe Labro. Oui, vous avez bien fait. Voilà. Je me débrouillerai avec Philippe Labro lui-même. Voilà. Dites-moi, Arnaud Lemoine, vous disiez beaucoup de tristesse de la part des agriculteurs, parce que... Je le disais en lancement, c'est la fête, c'est un peu la fête entre collègues. C'est souvent pour les agriculteurs et notamment les éleveurs qui n'ont pas de vacances, qui sont, je dirais au chevet en tout cas, à s'occuper de leurs bêtes toute l'année parce qu'il n'y a pas de jour férié pour l'élevage. Pour l'agriculture, c'est un peu pareil, on est tous les jours dans la terre. C'est parfois la seule occasion de bouger, de s'échapper de sa ferme et de voir un peu le monde. D'ailleurs, il y a une autre expression, elle est de tout le monde, celle-là. Ce qui se passe au salon de l'agriculture reste au salon de l'agriculture. Oui, parce qu'en dehors du salon, souvent le soir, ça continue un petit peu pendant la nuit. Bien sûr. Non, mais voilà, on va être honnête ce matin, ce dimanche matin. Le salon ferme ses portes à 19h. Et il y a un deuxième salon qui commence. Oui, c'est ça. Le salon de la fête entre copains, en particulier dans le monde de l'élevage. On retrouve les éleveurs d'autres régions, etc.
On boit ce qu'il faut, où il faut, de la qualité toujours, et c'est une ambiance. C'est une ambiance. Moi, j'ai cette chance d'en voir une partie. Le soir, c'est là où on voit des éleveurs proches de leurs animaux qui font attention. Oui. La lumière, pas trop de lumière la nuit pour ne pas leur faire peur, leur faire du mal. Mais pas trop de musique non plus, sauf chez les Basques, hein, souvent. Absolument, les Basques sont réputés pour ça. Pas trop de musique non plus, mais tout ça se fait quand même dans une grande convivialité qu'on peut voir la journée, mais qui est le soir, c'est un autre temps. Alors, je vous ai fait venir, Arnaud, pas uniquement pour avoir ce regard un peu nostalgique, mais ça va revenir l'année prochaine. Mais pour parler d'une initiative que vous aviez eue avec le ministère de l'Agriculture, qui est de faire une semaine de l'agriculture. On est dedans, hein, ça a commencé cette semaine et ça dure jusqu'au 20. Jusqu'au 24, exactement. 24. En fait, c'est une plateforme d'initiative. On ne voulait pas rester sur, non pas un échec, mais sur un esprit salon qui n'aurait pas lieu. Donc, on a créé cette semaine de l'agriculture française de toutes pièces pour faire vivre le salon sans le salon. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en fait des pôles d'attraction et des animations dans tout le pays, dans toute région? Dans tout le pays. Alors, je vous donne quelques exemples. On a les compagnons du miel qui vont faire des visites pédagogiques. On a de l'équithérapie dans le Grand Est. De l'équithérapie, c'est bien ça. Ça me plaît bien. Vous êtes comme le salon du cheval est pas loin dans votre esprit. Voilà, exactement. Voilà. Et en plus, je suis fils d'éleveur de chevaux, donc ça me touche 2 fois plus. Tout ça pour vous dire que les huîtres de Belon aussi. Enfin voilà, on va parler de tous les paysans de la terre, paysans de la mer, etc. pendant plus d'une dizaine de jours avec beaucoup d'initiatives. L'idée, c'est quand même de montrer à travers le terrain ce qu'on montre au salon, en fait, sous une forme différente. On ne peut pas venir au salon de l'agriculture à Paris voir les bêtes, donc on va aller directement dans les exploitations, pour faire simple. Exactement. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, avec une idée sous-jacente, c'est que quelqu'un qui rentre dans une ferme, il n'en sort pas comme il est rentré. Et ça, c'est le plus important. Voilà, alors on va apprendre des choses et c'est pour ça qu'on se tourne souvent aussi vers le scolaire. Hein. Il y a beaucoup de gamins qui vont aller voir ce que c'est réellement qu'une ferme et pas uniquement sur les tablettes et leurs portables. Je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas vu d'animaux avant 14-15 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Et le fait qu'ils aillent dans les fermes, ils ont une autre approche et peut-être un meilleur respect. Alors, vous avez parlé des huîtres de Belon. On ne pense pas souvent aux ostréiculteurs comme étant des agriculteurs un peu du littoral. Et justement, moi, j'ai passé un coup de fil en Bretagne, au bout de la Bretagne, du côté de Riec-sur-Belon, à quelqu'un que vous connaissez bien, c'est François de Solmignac. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce beau dimanche matin et pas sur votre parc à huîtres, parce que là aussi, je parlais de l'élevage tout à l'heure, mais pour les huîtres aussi, il n'y a pas de jour férié, c'est tous les jours. Ah oui, c'est tous les jours, les maris, quoi. Maris. Alors, vous êtes donc au château de Belon, qui est un beau domaine ostréicole. Vous êtes à la fois agréé ferme découverte du réseau Bienvenue à la ferme. Alors, ferme découverte, le mot ferme, on imagine mal de l'accoler aux huîtres, et pourtant... Ben oui, parce que quand même, on élève des animaux. Finalement, c'est des animaux marins. Mais c'est exactement pareil que mes collègues qui élèvent des vaches, des moutons. Et en fait, on part des petites bébêtes là, et puis en fait, on les fait grandir. Ça demande une grosse attention, quoi. C'est de multiples opérations avant d'arriver au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Chez nous, ça pousse assez vite à des huîtres adultes, quoi. Alors, c'est assez rare qu'un lieu dit, et là on parle de cette eau qui coule devant chez vous, le Belon, cette rivière, ait donné son nom comme nom générique à une huître. C'est-à-dire que l'huître plate, on l'appelle Belon. Oui, voilà, ça c'est un petit peu... ça se verra dans le futur, mais en fait c'est vrai que ça a voulu donner un nom, mais nous on précise quand même que les huîtres qui sont vraiment affinés dans la rivière ici, n'ont pas du tout le même goût que les huîtres d'ailleurs. C'est ça, vous voulez dire que vous avez un dossier en IGP ou en AOP? Oui, mais on est trop petit pour y arriver, parce que évidemment il y a des très gros intérêts derrière, etc. Du coup, mais les clients font la différence, parce que en pleine mer il y a 35 grammes de sel par litre d'eau. Ici il y a que 15 grammes.
Et en plus, il y a des sources, des rivières souterraines qui viennent du centre Bretagne, qui sont très ferrugineuses. Alors, attendez. On parle de goût de noisette, hein, souvent, pour le bellon. Effectivement, ça tient à cette douceur inhérente au fait que c'est une eau saumâtre, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement salée. Elle est douce et salée à la fois. Mais c'est aussi, on va dire, l'origine de cette huître, qui est vraiment l'huître indigène, hein, de cet endroit du bout de la Bretagne. Là, on va dire qu'on est entre Pont-Aven et Quimperlé, hein, donc vraiment le Finistère sud. Ça, c'est vraiment l'huître d'ici, parce que nos huîtres creuses, elles sont pas d'origine de chez nous, hein, elles sont japonaises. Oui. Elles sont japonaises. La souche, hein, je veux dire. Au départ, on les appelait les portugaises. Oui. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas si c'est exprès ou pas exprès, mais les navigateurs portugais qui sont partis à l'aventure là en Orient, ils ont ramené des huîtres creuses collées au coq des bateaux, c'est ça ? Collées au coq des bateaux, oui. Et alors que la vôtre, elle est indigène. Oui, ça s'appelle Ostrea edulis. C'est pas la même huître du tout, ça n'a pas le même mode de reproduction. Et du temps des Romains jusqu'au 19e, en France au moins, il n'y avait que des Ostrea edulis. Bon, voilà. Restez avec nous, on va se quitter 1 minute pour la pub. Voilà. On revient parler de cette huître plate qui nous fait rêver encore 1 minute, parce que, en fait, vous donnez envie aux gens qui vont pouvoir se déplacer lors de cette semaine de l'agriculture française, de venir chez vous, hein, de venir visiter votre ferme ostréicole. À tout de suite. Merci. 10h-11h, Ferniaud fait le marché. De retour sur le marché ce matin, c'est un marché proprement agricole. Je suis avec Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca. C'est l'organisme qui gère le salon de l'agriculture, hein, pour faire simple, pour parler de cette semaine de l'agriculture qui a démarré le 13 et va jusqu'au 24, et où vous allez pouvoir, en fait, à travers la France, aller au-devant de vos agriculteurs, parce que il vous manque vos agriculteurs si vous n'êtes pas pu venir, et pour cause de fermeture au salon d'agriculture l'année dernière, et il manque aussi les visiteurs à tous ces agriculteurs qui aiment montrer leur savoir-faire et la façon dont ils travaillent pour lutter contre cet agribashing qui nous a fait tant de mal. Mais je pense que c'est en train un peu de se calmer, parce que je crois, Arnaud Lemoine, que pendant cette année, les Français ont bien compris qui les nourrissait. Hein, surtout que là, on s'est occupé plus de se nourrir quand on était confiné chez soi. Je crois que le Covid, qui est terrible pour le pays, a au moins un mérite, c'est d'avoir rapproché les agriculteurs des consommateurs. Et on a vu de nouveau des circuits courts se développer, une forme de localisme ou locavore, je ne sais pas quel nom utiliser. Locavorisme se développer. Et je vais rebondir sur le mot d'agribashing. Moi, il me dérange toujours ce mot d'agribashing. Ah oui, ça fait mal. Il fait mal aux agriculteurs, et en même temps il fait mal aux oreilles. Il fait mal aux oreilles parce que comment prendre ce nom agribashing, un anglicisme, pour parler des produits du terroir, des produits proches de chez nous. Et il faut peut-être le transformer en positif, et nos amis québécois ont inventé un beau mot. Oui. Ça s'appelle agrifierté. #agrifierté. Absolument. Et je trouve ça plutôt beau comme nom. Et en plus, ça fait, je trouve que c'est plus correct par rapport au terroir, par rapport aux produits d'ici, etc. Agribashing, on va peut-être pas mettre des anglicismes dans tout, alors qu'on parle des produits de chez nous. Allez, au téléphone, on est avec François de Solmignac du château de Belon. Alors, on dit Bellon ou Belon d'ailleurs ? C'est Bellon. Et il y a un arrêté préfectoral. Il y a une raison, je peux vous dire. Je disais encore tout à l'heure à des clients. En fait, c'est que autrefois, dans tous les vieux bourgs ruraux là, qui sont dans les greniers du manoir, là, c'était Besselon. B-E-S-L-O-N. Et le S a sauté. Évidemment. Et après, avec les étiquettes pour les huîtres, c'est Belon. Mais moi, c'est mon combat. C'est mon combat. Je me doute, hein, François. François de Solmignac, on vous remercie d'avoir été avec nous. Vous avez, comme on le répète pendant cette semaine, vous ouvrez les portes de votre ferme ostréicole. Je dis le mot ferme parce que vous faites partie de ce réseau Bienvenue à la ferme. Vous allez recevoir donc beaucoup de visiteurs, comme vous le faites d'ailleurs toute l'année. Vous êtes assez ouvert. Hein. Oui. Bon. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, rapidos, dites-moi. Très rapidement, le salon de l'agriculture, moi j'aimais beaucoup. Et en fait, il y a quelques années, il y a beaucoup de partage, beaucoup de choses. Et comme quoi en France, il y a des communautés différentes. Et là, moi, j'ai rencontré des jeunes, je me souviens, qui sont en robotique sous-marine, que moi je connais bien parce que je suis dans la marine, dans ces domaines-là. Et en fait, je les ai rencontrés 1 fois, 2 fois, et avec d'autres en plus, on a développé un concept de dire aquaculture artisanale et robotique sous-marine.
Et en fait, en lien aussi avec la marine, comme quoi, en fait, moi j'ai développé un peu aussi dans la marine un truc qui s'appelle le binomage, où on coupe de jeunes opérationnels et de jeunes techniciens. Et dans l'agriculture, je peux vous dire que mon fils qui est dans le génie actuellement, eh ben il y a des communautés qui existent entre des jeunes qui font le génie et qui après font dans entreprises de travaux agricoles, etc. Il y a des échanges, et je peux vous dire qu'au salon de l'agriculture, il y a vraiment des rencontres extraordinaires au-delà même de son élevage. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous allez recevoir beaucoup de scolaires, vous aussi, hein, dans votre ferme aquacole. Hein, oui, voilà, c'est ça. Super. Et du coup, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas opposer les communautés. La technique moderne peut vraiment aider même une ferme traditionnelle comme la mienne, qui est une plus vieille ferme d'huîtres en France, créée par mon arrière-grand-père. Et en fait, moi, je veux avoir aussi un côté d'avance. Et j'ai rencontré très récemment la ministre de la Mer, là, il y a 8 jours, et je lui ai dit que notre petit système de robotique sous-marine pour les élevages sous-marins, ça pourrait aller au pied des éoliennes en mer. Ah, elle était contente. Oh là là là. Oh, bah dites non, ça c'est de la synergie. Hein. Non, mais c'est pas ça, il faut pas opposer. Faut pas opposer les communautés, ça sert à rien. Et les jeunes là justement de l'armée là qui travaillent, eh ben ils sont en contact avec le monde agricole. Ils passent un engagement de quelques années dans l'armée, ils reviennent après dans le monde rural. Et il faut pas opposer. Non, mais c'est pas d'agribashing, surtout pas d'agribashing. Non, justement, alors, lorsque vous reverrez la ministre, vous pouvez lui accrocher le badge agri-fierté. Hein. Moi, j'aime bien ce mot dont Arnaud Lemoine nous parlait à l'instant. Merci François, bonne journée à vous. Arnaud Lemoine, on voit bien qu'ils sont fervents, ils sont engagés. Hein, ils sont les engagés. Là où je le suis complètement, c'est que le salon de l'agriculture, bien sûr, c'est les animaux, c'est les éleveurs, les paysans de France et de Navarre, mais c'est aussi beaucoup d'innovation, d'initiatives. Et cette histoire de robotique marine, oui, nous on la voit, on a installé dans le hall 4 du salon d'agriculture l'agriculture 4.0. Donc le moderne peut être au service de l'ancien, des méthodes traditionnelles, bien sûr. Et le salon, ça permet quand même ça. Moi, je voudrais juste dire un mot sur les échanges au salon internationaux. On a quand même des gens qui viennent de partout pour voir l'agriculture française, d'Afrique pour l'élevage en particulier, du Japon, des Américains. Des Américains qui viennent voir l'agriculture du terroir puisqu'ils ne la connaissent pas. Oui, c'est ça. La tradition, la tradition qui se française, le modèle familial, le modèle héréditaire de transmission, un agriculteur qui transmet à sa fille, à son fils, etc. J'ai envie de dire, c'est un mot un peu banalisé, les valeurs du monde agricole. Et donc, il y a le monde entier qui vient au salon d'agriculture pour voir les valeurs du monde agricole. D'ailleurs, avec les chambres d'agriculture, un matin dans la semaine du salon, on invite l'ensemble des ambassadeurs étrangers à Paris, qui viennent nombreux, pour voir cette agriculture, objet de toutes les convoitises encore aujourd'hui. Alors, il y a quand même un sujet qui est toujours un peu épineux, justement autour de l'élevage, autour notamment des races à viande, mais l'industrie laitière aussi a son mot à dire, hein, parce que et toute la filière laitière est aussi assez décriée pour d'autres raisons. Toujours est-il que c'est important cette semaine de l'agriculture pour montrer le savoir-faire, le respect du bien-être animal, etc. Et j'ai passé un coup de fil à un éleveur qui est Philippe Dufour, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Vincent. Philippe Dufour, vous êtes éleveur de blonde d'Aquitaine. Tout le monde connaît ce que c'est que la blonde d'Aquitaine. Enfin, si on s'intéresse un tant soit peu à la viande chez son boucher. En Seine-et-Marne, hein, pas très loin de Paris, du coup. Tout à fait. Et vous allez participer alors à ce qui va en définitive prolonger cette semaine d'agriculture, qui est l'opération Made in Viande. Là aussi, pour redonner un coup de projecteur sur l'élevage et sur la viande française. Tout à fait. Donc la semaine à partir du 24 au 31 mai, s'insérant dans la semaine de l'agriculture, on prolonge effectivement cette semaine, et c'est notre 6e édition des Made in Viande, qui donne un éclairage sur tous les acteurs de la filière, toutes les familles de la filière bovine en France. Le principe, c'est le même, hein, c'est d'ouvrir les portes, hein, de dire on n'a rien à cacher. Au contraire, on veut vous montrer comment on est respectueux d'abord du bien-être animal, ensuite d'une viande saine, ensuite d'un élevage qui est respectueux de l'écologie, évidemment. Tout cela, c'est ce que vous allez montrer aux gens qui vont vous visiter. Tout à fait, et pas uniquement effectivement l'amont, pas uniquement les éleveurs, mais effectivement tous les acteurs de la filière. Ça peut être aussi des négociants, ça peut être des commerçants, ça peut être des grossistes, de la restauration en domicile, des bouchers artisans. Voilà, c'est vraiment un éclairage sur tous les acteurs de la filière
qui sont source d'activités et même de beaux métiers, et montrer également à tous nos visiteurs la passion qui anime tous les acteurs. Philippe Dufour, moi j'ai le sentiment souvent que les jeunes, il y a une cassure, hein, je dirais, entre la génération déjà des millennials qui comprennent un petit peu, puis ensuite, alors les ados, les jeunes adultes, ils ont tellement eu la tête remplie d'images catastrophiques en provenance d'abattoirs indélicats, parfois même pire, ou d'éleveurs qui font mal leur travail, qu'il y a besoin de revenir en arrière et de leur dire venez voir, non? Tout à fait. Alors, effectivement, moi, personnellement, on s'est inscrit depuis toujours dans les portes ouvertes depuis plus de 20 ans. Oui. Et on a toujours montré un petit peu notre métier et la passion de notre travail. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Mais effectivement, on sent que depuis un certain temps, en fait, l'opinion publique suit peut-être des minorités qui veulent dénoncer des choses qui des activistes. Ça a le mérite de jeter un coup de projecteur aussi sur ceux qui font mal leur boulot, hein, parce qu'il y en a. Ah bien sûr, mais de toute façon, comme dans toute société, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas, mais je crois que c'est vraiment des minorités. Il faut tout regarder ce qui se fait de façon noble et sérieuse. Oui. D'ailleurs, pendant ces opérations Made in Viande, vous le disiez, toute la filière est évidemment concernée. Vous, ceux qui vont venir chez vous, ils vont voir que, par exemple, vous avez beau être en Île-de-France, c'est un vrai terroir. Hein, vous faites de l'élevage sur paille, vous êtes super respectueux de ce que vous donnez, évidemment, comme nourriture à vos bêtes. Tout à fait. Alors, effectivement, je ne suis pas tout à fait dans la grande. On est dans une grande région céréalière, mais je suis effectivement un petit peu, parce que mes terres sont de potentiel limité, orientées sur un élevage herbagé. Donc, j'ai une centaine de mères blondes d'Aquitaine sur qui pâturent j'ai une exploitation de 150 hectares et quasiment les 2 tiers d'exploitation sont en herbe. C'est pas forcément courant, mais effectivement, surtout en Île-de-France, hein, où la surface agraire est chère. Tout à fait. Non, mais voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, chacun s'adapte un petit peu en fonction de ses terres et il met une activité professionnelle, une activité agricole qui permet de valoriser en fait ces terres. Écoutez, Philippe Dufour, moi j'engage ceux qui nous écoutent, et notamment les scolaires, les jeunes et leurs professeurs, à visiter effectivement des exploitations, parce que quand on dit porte ouverte, c'est qu'on n'a rien à cacher. Hein, et ça peut participer à ce que nous proposait ce matin Arnaud Lemoine, qui est cette agri-fierté, cet hashtag agri-fierté, pour retrouver un peu le sentiment de la fierté de nos agriculteurs, de nos paysans. Hein. Oui, puis on parle aussi de démocratie de l'assiette, quelque part. Parce que quand des activistes, en effet, pointent du doigt un certain nombre de pratiques, évidemment, il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables, je suis d'accord avec vous, sûr. Mais la plupart des éleveurs, la très grande majorité des éleveurs font bien leur job pour faire de la bonne viande dans le respect du bien-être animal. Une seule anecdote, salon d'agriculture, il y a 2 ans, un groupe d'activistes dont je ne vais pas donner le nom parce qu'on ne va pas faire de publicité justement, non, c'est pas la peine, sont venus au salon en disant pique-pendre de l'élevage français, des éleveurs, etc. Vous savez qui les a sortis du salon? Ce n'est pas les éleveurs qui étaient présents. C'est le grand public qui était. C'est les visiteurs qui nous ont demandé de sortir. Parce que ça leur gâchait la fête un peu aussi. Ça leur gâchait la fête, absolument. Et ça, c'est important de le dire. Oui, voilà. Et puis, on se souvient, comme on le dit en année Covid, que c'est vous, messieurs, mesdames, qui nous nourrissez, hein, qui est à l'origine. Sinon, on ne mangerait pas si on n'avait pas d'agriculture en France. Ou alors, il faudrait tout acheter à l'extérieur et ça serait bien pire. Voilà, moins mais mieux. Moi, je m'inscris vraiment dans cette démarche. Merci, Philippe Dufour, d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite un beau dimanche avec vos bêtes. Hein. On va continuer, voilà, c'est notre passion et on va continuer. On viendra vous visiter, voilà, en Île-de-France, en Seine-et-Marne, et puis partout en France, hein, où on ouvre les portes, effectivement, des exploitations. Alors, Arnaud Lemoine, on va se quitter pour la pub dans 1 minute ou 2, mais je voudrais accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'il y a une autre composante très importante au salon d'agriculture. Chaque année, c'est ce qu'on appelle, avec des acronymes ici, le CGA, le concours général agricole, et j'ai justement passé un petit appel à son commissaire général, Olivier Allemand, qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour Arnaud, et puis bonjour à tous les amis de Sud Radio, surtout. Bah oui, tous les amis de Sud Radio, ils sont nombreux, notamment autour de chez Olivier Allemand, hein, parce que vous êtes dans le Pays Basque. Je suis présentement, effectivement, Vincent, ce dimanche au Pays Basque, et je sais effectivement qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui sont comme moi. Ouais, et puis nous, on aime ce coin de France, comme tous les coins de France, parce qu'il y a des beaux coins partout. Olivier Allemand, je le
disais, privé de salon, privé de concours général agricole. On l'a appris il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, vous êtes venu nous en parler ici à l'antenne Ferniaud fait le marché. Ouais. Mais comment est-ce que vous allez continuer à faire vivre le CGA quand justement il n'y a pas de possibilité de juger les produits ? Alors justement, hein, comme vous le disiez, le report du Salon de l'Agriculture nous a fait reporter le concours animaux qui fait l'âme du Salon de l'Agriculture. Vous en avez longuement parlé tout à l'heure avec sur les rings. Arnaud, sur les rings. Et c'est vrai qu'on a tout fait pour essayer de maintenir ce concours produits et vins que nous avons dû là aussi malheureusement reporter. Il n'empêche que pour justement valoriser les savoir-faire et l'excellence des femmes et des hommes qui façonnent au quotidien à la fois les produits et à la fois nos territoires, on va quand même continuer à pouvoir exploiter la médaille 2020 sur le concours qu'on appelle à savoir-faire, c'est-à-dire les confitures, tous les fromages, les vins, les produits laitiers. Et donc du coup, cette médaille 2020 va être prolongée jusqu'en mars 2022, puisque vous le savez, en février 2022, on aura un nouveau concours, parce qu'on espère tous que ce salon 2022 va se tenir. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prolongé la durée de validité de la médaille. Voilà, Olivier Allemand, restez avec nous. On va se quitter pour une petite page de publicité. Et puis, on va parler d'un truc, moi, qui me jette des étoiles dans les yeux. C'est ce qu'on a pris, ça s'appelle les prix d'excellence. C'est une merveille absolue, une des fiertés françaises dans le monde agricole. On se retrouve tout de suite. Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Eh bien, ce matin, c'est pas sur le marché qu'on se retrouve, c'est sur le salon de l'agriculture. J'ai envie de le dire carrément, puisqu'on est avec le directeur du Sénéca, l'organisme qui gère le salon de l'agriculture, Arnaud Lemoine, qui est avec nous en studio. Et dans son studio personnel du côté de Bayonne, Olivier Allemand, le commissaire général du concours général agricole. Alors, on le disait à l'instant, Olivier, ce concours n'a pas lieu, en tout cas dans les conditions normales. Vous essayez de maintenir l'esprit, et notamment avec quelque chose que moi j'adore, les prix d'excellence. C'est un peu le plus du plus. Hein. On connaît tous les médailles du concours général agricole avec cette feuille de chêne or, argent ou bronze qu'on trouve souvent sur les bouteilles de vin, sur les fromages, sur les foie gras, que sais-je. Mais le prix d'excellence, c'est encore le niveau au-dessus. Ah ben c'est le must du must. Il faut être médaillé 3 années de suite pour pouvoir prétendre justement à ces prix d'excellence. Alors, comme vous le disiez, Vincent, effectivement, on n'a pas de médaillé 2021, mais par contre, comme il y a toujours une année de décalage entre le prix d'excellence et les médailles, en fait, on va remettre jeudi 20 mai avec le ministre de l'Agriculture, on va remettre les prix d'excellence 2021 qui regroupe justement ces producteurs qui ont été médaillés en 2018, en 2019 et en 2020. Et là, tenez-vous bien, sur près de 16 000 producteurs différents qui participent chaque année au concours vins et produits, il n'y en a que 34 en France qui sont lauréats. Donc, c'est pour vous dire quelle quintessence, quel Graal ça représente pour ces hommes et ces femmes qui travaillent vraiment sur plusieurs années au quotidien. Parce que le prix d'excellence, c'est le prix de la régularité, en fait, parce qu'on peut, et on le voit dans les domaines viticoles, quand on a des guides qui vous notent tout d'un coup 18 sur 20, mais après ça tombe l'année suivante. Là, on est obligé d'être au top 3 années de suite. Oui, mais au top sur tous les aspects de son exploitation, parce que c'est pas que la matière première qui doit être au top, c'est l'environnement. C'est derrière la manière dont on a façonné son exploitation, son territoire, comment on la bichonne au quotidien, et ensuite, évidemment, on récolte des produits qui sont d'exception, et ensuite, on les transforme aussi avec une technicité et un savoir-faire qui fait partie des meilleurs du monde. C'est ça qu'on récompense au travers de ces prix d'excellence. Juste pour se souvenir, combien de juges, enfin on va dire plutôt de jurés dans vos grands jurys du concours général agricole en général au cours de l'année ? On est sur 8000 jurés par an à peu près, quelles que soient justement les catégories de concours de produits ou de vins. Donc c'est dire le nombre de fourches codines et un mélange, il faut passer, quoi. Et un mélange savant de professionnels, c'est-à-dire de gens issus des filières qui sont censés quand même encadrer tout ce personnel bénévole, et d'amateurs éclairés, de consommateurs.
de consommateurs comme vous et moi, Vincent. C'est vraiment là aussi l'âme de ce concours, moitié-moitié, moitié professionnel, moitié consommateur averti. Et pour pouvoir être averti, il faut déjà évidemment aimer le produit qu'on veut juger. Et ensuite, effectivement, le concours général vous forme un petit peu sur les critères, parce qu'on n'est pas tous familiarisés aux critères des fromages, aux critères des confitures, aux critères de la vanille ou aux critères du piment d'Espelette. Oui, c'est sûr. Vous avez compris pourquoi j'ai fait cette allusion-là? Oui, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas loin d'Espelette. Arnaud Lemoine, le concours général agricole, c'est une des composantes majeures du salon de l'agriculture. C'est l'âme du salon. C'est l'âme du salon, il n'y a pas un autre terme pour l'employer. Et puis, pendant longtemps, c'était important pour le monde agricole, mais juste pour le monde agricole et les consommateurs, bien sûr, etc. Et je dois avouer, CGA a fêté ses 150 ans l'année dernière, et on a eu une chance, c'est d'avoir le président de la République qui a remis ses prix d'excellence avec l'ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Ils ont remis ensemble ces prix d'excellence, et là, on a senti qu'il y avait une prise de conscience nouvelle de la valeur de ce dont parle Olivier, c'est-à-dire au-delà du produit, des savoir-faire et des savoir-être exceptionnels. Et cette reconnaissance, j'ai envie de dire, pas politique, c'est une reconnaissance de l'État quelque part. Elle est importante pour les producteurs, parce que moi j'ai vu la fierté dans leurs yeux l'année dernière, et je suis sûr qu'on reverra cette même fierté cette année de 20 mai. Ah bah écoutez, on va poser la question immédiatement à quelqu'un qui est carrément concerné. Olivier Allemand, il m'a confié un peu on va dire la composante de ces prix d'excellence, et moi j'ai été en piquer un comme ça au hasard. C'est Serge Courpet qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis le Lot. Où exactement ? À Limogne-en-Quercy. À Limogne-en-Quercy. Oh là 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 là, c'est chantant, c'est merveilleux, on y est. Et alors, comme par hasard, parce que les produits sont très identitaires, parfois des régions dont nos producteurs appellent, vous vous occupez de canard et de foie gras, soyons clairs. C'est bien ça. Alors justement, votre exploitation, les Fins Gourmets, c'est à la fois, je dirais, une exploitation, donc un élevage de canards, et toute la transformation jusqu'à la vente. C'est ça qui est intéressant. Voilà, toute la chaîne du caneton jusqu'à la conserve, jusqu'aux produits frais vendus dans nos boutiques. En plus, avec vos boutiques, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de la distribution comme on dirait en B2B, c'est-à-dire vers des professionnels, des revendeurs, c'est vous-même qui allez jusqu'au contact du client. Voilà, ce sont bien nos boutiques qu'on a à Cajar, Limogne-en-Quercy et Villefranche-de-Rouergue. Ah bah ouais, là on est bien dans une belle région là, voilà. On va dire du nord de l'Occitanie, allez, pour faire simple, du nord-ouest, voilà. Donc Serge Courpet, vous êtes avec deux de vos confrères à l'origine de cette exploitation. Combien vous élevez de canards par an? Alors on élève 25 000 canards par an. Oui, donc c'est pas la petite exploitation familiale. Mais ça regroupe 3 exploitations, donc c'est pour ça que ça fait environ 8 000 par exploitation. Non, mais ce que je veux dire, c'est un chiffre important, d'où la difficulté peut-être, et peut-être la fierté particulière d'obtenir un prix d'excellence du concours général agricole. Oui, c'est ça, oui. On a une reconnaissance qui nous a beaucoup touchés, qui a fait plaisir à tout le monde, que ce soit nous trois, les dirigeants ou nos employés, et c'est vraiment super pour la promotion de nos produits, et ça nous encourage à continuer dans ce sens. Surtout que le monde du canard et de l'élevage a bien souffert. En plus de la crise sanitaire des humains autour du Covid, il y a eu quand même une grosse crise sanitaire sur les canards dans le sud-ouest. Oui, la grippe aviaire dans les Landes, surtout le Gers, a touché beaucoup d'exploitations. Vous avez été épargné un peu, vous ? Oui, nous, on a été complètement épargnés. On a eu cette chance, oui. On est vraiment chanceux de ce côté-là. Mais je sais que vous pensez évidemment à tous vos confrères éleveurs dans le sud-ouest qui ont été beaucoup plus touchés par cette grippe aviaire. Et puis, peut-être aussi, on le disait tout à l'heure avec Arnaud Lemoine, un peu d'agribashing autour du canard, du foie gras. Là encore, des activistes qui s'en prennent un peu à cet élevage traditionnel et très marqueur de notre comment dire, gastronomie française, de nos beaux produits français. Donc, c'est d'autant plus
plus de bonheur d'être reconnu par le concours général agricole, par la profession et les consommateurs. Ah oui, complètement, oui, complètement. Mais après, on peut comprendre les gens qui croient qu'on fait souffrir les animaux, mais c'est pas du tout le cas. Nous, on élève les canards, on aime nos animaux, et le fait qu'on ait eu justement cette reconnaissance vient du fait qu'ils sont en bonne santé, et voilà. Après, tout le monde ne mange pas de viande, mais voilà, on en mange depuis très longtemps et on va continuer dans ce sens aussi. Olivier Allemand, je le rappelle, vous êtes le commissaire général, le patron de concours général agricole. Olivier, vous disiez tout à l'heure, on s'occupe évidemment de ce qu'il y a dans l'assiette au moment de juger, et là ce sont les magrets séchés de Serge Courpet que vous avez identifié comme étant un produit d'exception, juste au sel et au poivre. Mais vous dites on regarde autour, et c'est important dans un élevage de canards. Bien sûr, il faut tout médaillé, quel qu'il soit, du concours général agricole, respecte évidemment les réglementations en vigueur sur, évidemment, vous parliez du bien-être animal tout à l'heure, mais aussi de la manière dont on est dans la transformation agroécologique des exploitations aussi. C'est-à-dire qu'on a à même les mêmes exigences que le consommateur. Je rappelle, 50% des juges, entre guillemets, sont des consommateurs avertis. Aujourd'hui, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte pour que, justement, tout le monde aille vers l'excellence. Et malgré tout, l'excellence ne passe que par la prise en compte de tous ces paramètres-là. Bon, merci beaucoup Olivier Allemand d'avoir été avec nous. Vincent. Je sais que vous continuez de faire vivre l'esprit du concours général agricole, même dans une année un peu en berne, sur le plan du fonctionnement. Mais je sais que l'esprit est là. On essaye parce que justement, c'est grâce à tous ces hommes et ces femmes qui façonnent au quotidien les territoires et les produits qu'on a envie justement de les défendre et de les porter. Eh ben, je sais que vous allez partir sur le marché du côté de Bayonne, là, et que vous allez trouver je vais sur le marché de Bayonne, exactement. C'est exactement ça. Et du jambon aussi, parce qu'il y a du beau cochon. Il n'y a pas que du beau canard. Au Pays Basque, il y a les deux. Merci. Exactement. Et merci, bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Serge Courpet, d'avoir été avec nous ce matin. Je souhaite que la fête soit belle, le 20, lorsque vous recevrez votre prix d'excellence. Merci également, Arnaud Lemoine, d'avoir été avec nous ce matin en studio, d'être venu nous rendre visite. Nul doute que les Français vont suivre cette semaine de l'agriculture. Je voulais juste vous dire un dernier mot. On va organiser le 18 un colloque sur la souveraineté alimentaire. Oui. Alors, ça paraît un peu un télo, etc. Oui. Mais en fait, c'est juste pour protéger l'agriculture française, son modèle, etc. Et donc voilà, le 18 mai, il y aura un grand colloque avec des experts internationaux, des experts français, après-demain, etc. mardi, c'est ça ? C'est ça, après-demain, absolument. Et tout le monde peut se connecter à pour ce écouter ce qui se dit. Absolument. On le fera. Absolument. Vous me donnerez le lien, comme on dit, Promis. Promis, comme ça. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup plus quand on est confiné chez soi de ce qu'on mange et on regarde plus facilement parce qu'on a le temps, en général. Puis on cuisine. De cuisiner. Donc, voilà. On voit les produits qui sont mis en œuvre. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous, en tout cas, l'année prochaine pour le Salon de l'Agriculture. Et puis là, pendant cette semaine de l'agriculture française, rendez visite à vos agriculteurs. Nous, on va parler tout de suite après la pub, un peu de la réouverture des terrasses à travers l'expérience d'un chef qui a vécu cette année sanitaire en se relevant les manches. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, de retour sur le marché, un marché un petit peu oriental ce matin avec le chef auquel j'ai passé un coup de fil à l'aube de la rouverture des terrasses. Alors pourquoi est-ce que je passe un coup de fil à ce chef, à Alan Géham pour le nommer ? Eh bien parce que c'est quelqu'un à qui je pense souvent. Alan Géham, bonjour, puisque vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour Vincent. Comment ça va Alan ? À l'aube de la rouverture des terrasses. Écoutez, ça va. Là, on a eu un peu d'espoir avec la date d'ouverture. On se prépare. On sort les terrasses, on prépare tout et on a envie que ce soit mercredi prochain pour rouvrir. Oui, mercredi, ça va arriver vite. Le temps de préparer, de sortir les chaises, de mettre les parasols. Enfin bon, voilà. Alan, je vous ai passé un coup de fil parce que je pense beaucoup à vous, je le disais à l'instant. Vous avez été, je dirais, frappé
plus que beaucoup d'autres des cuisiniers et restaurateurs pendant cette année et demie presque de crise sanitaire. Vous avez ouvert, alors vous êtes à l'origine, vous êtes chef étoilé à Paris avec votre restaurant Alan Géham, éponyme. Vous avez ouvert un bistrot. Et ce bistrot libanais, puisque vous êtes libanais d'origine, qui s'appelle Casti, il a été ouvert juste avant la fermeture administrative, on est d'accord ? Oui, exactement. J'avoue, j'ai ouvert le bistrot le 20 février 2020. J'attendais pas qu'au bout de 3 semaines, on va refermer. Et c'était très difficile. Mais par contre, avec malgré la difficulté, c'était une année très riche au niveau d'expérience. J'ai pris plein des claques, et dans le même temps je sens un peu j'ai plus la niaque, plus fort mentalement, et j'ai envie de tout faire maintenant, et j'ai envie de transformer la crise en opportunité, on peut le dire. C'est pour ça que je voulais vous parler, Alan. Je connais votre esprit combattant et combatif, et vous vous êtes jamais laissé dépasser justement par la crise sanitaire. Beaucoup ont fermé, et vous vouliez vraiment, vous m'avez dit à cette époque, mais moi si je cuisine pas, je crève quoi. Simplement. En fait, exactement, c'est une passion, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Certes, quand on ouvre un restaurant, il y a un aspect financier, il y a un aspect de business et de travail. Mais moi, c'est tout, il y a quelque chose de plus fort que ça. Moi, je vibre avec ce métier. C'est très important de garder les liens avec mes clients, et surtout aujourd'hui. Avant, on était à fond en train de créer un plat ou un truc, et maintenant, on est à fond pour créer un concept qui soit adapté à la crise sanitaire. Et j'ai eu l'idée de faire cette galette libanaise, le sage. Ah, voilà. En fait, vous êtes adapté à ce qu'on appelle le click and collect, ou la vente à emporter, et cette street food, excusez-moi de tous ces anglicismes, mais bon, ils sont souvent utilisés dans ce milieu de la restauration. En fait, cette vente à emporter et cette nourriture de rue, c'est tout ce qui restait aux restaurateurs. Seraient-ils étoilés comme vous pour essayer de continuer à avoir une activité ? Exactement, cher Vincent. Au début, j'étais concentré sur le restaurant étoilé pour faire importer. Je trouvais que notre cuisine allait être très compliquée pour le mettre dans le barquette, livrer chez les gens, et pareil. Vous l'avez fait, ça n'a pas vraiment marché, quoi. Ça a marché, mais c'était pas plus par moi. Il n'y avait pas la même vibration de sensation quand on accueille les gens chez nous à table. J'ai vu le bistrot, ça marchait mieux. Et ensuite, j'ai dit, OK, Alan, maintenant, oui, tous les mêmes clichés, c'est le burger, le hot dog, le fish and chips. Moi, j'ai la chance de grandir dans le quartier populaire de Tripoli, dans le nord du Liban, où il y a beaucoup je veux pas dire street food, je dis le good food, des choses qui est fait maison, très simple. Et parmi tous ces concepts-là de street food, c'est le sage, c'est le manouché. C'est vraiment la galette traditionnelle. C'est une galette traditionnelle, c'est une pâte en farine et huile d'olive et un peu de levure, pas plus par moins. Elle est faite à la main, tout on le fait à la main, produit de saison. Et dedans, cette galette, on le cuit minutes sur un dôme comme le dos de tortue. On met dedans le kafta, le za'atar, le labné, le fromage halloumi, tout ça. Vous allez trop vite. Pour vous, c'est normal, mais pour ceux qui nous écoutent, ils en ont peut-être juste jamais entendu parler. C'est un peu comme une farita libanaise, c'est-à-dire Non, je peux dire plus que c'est pas comme une pizza, c'est une pizza qui est cuite sur comme un appareil à crêpes, mais avec un dôme. D'accord. La pâte, elle est comme une tortilla. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, on le fait minutes. Garni avec le plus traditionnel, c'est le manouché, le za'atar, le fameux za'atar libanais avec l'huile d'olive. C'est un mélange. Le za'atar, c'est un mélange d'épices et de sésame, grosso modo. C'est un mélange de plantes sauvages. Herbe et sésame. Voilà. Origan, hyssop, thym, sésame, sumac, pistache. Il y a des dizaines d'herbes dedans. Séché, mélangé avec l'huile d'olive. Il n'y a pas qu'au Liban, dans tout le Levant, c'est-à-dire tout ce Proche-Orient, on utilise le za'atar. Exactement. Dans chaque pays, il y a leur fameux za'atar. Et mélangé avec l'huile d'olive, on l'étale sur cette tortilla-là. Et ensuite, on les garnit avec de menthe, basilic, concombre avec le tomate, avec les boutons qui arrivent. Et on le tourne comme une calzone à l'italienne, on les taille.
D'accord. Vraiment, la richesse de cette galette-là, que vraiment, ça a pris plus qu'un mois de travailler sur la pâte, parce que tout, la réussite, c'est dans la pâte, tout l'astuce dans la pâte. Oui. La pâte, elle reste croustillante. Ah oui, parce qu'en fait, il faut le dire, vous êtes venu très tôt en France. Vous avez quitté votre pays avec le sac à dos vers 17 ans, c'est ça ? Je suis arrivé en 99, il y a 22 ans, et voilà, avec un rêve d'enfance d'apprendre la cuisine. Et en fait, vous n'avez pas vraiment emporté avec vous tout le savoir-faire que vous auriez si vous étiez venu il y a 2 ans. Vous n'avez pas eu le temps de peaufiner la cuisine libanaise. C'est des souvenirs d'enfance, des envies, mais vous avez dû recomposer les recettes, en fait. Exactement. En fait, j'ai appris, j'ai cuisiné pendant 18 ans, pas du tout libanais, c'est la cuisine française. J'ai appris les techniques français. J'ai appris la philosophie en France, comment on mange, comment on travaille, comment on cuisine. Une palette française avec tous les jets de texture. Et ensuite, j'ai commencé à faire la cuisine libanaise avec tout le savoir-faire à la française. C'est ça, ça sera ma cuisine qui est un peu différente. Oui, c'est votre particularité, c'est vrai. Voilà. Alors, puisqu'il nous reste 2 minutes environ, j'ai envie de parler de cette ouverture de mercredi. Comment ça va se traduire pour vous, Alan Geham ? Vous allez ouvrir des terrasses, une terrasse, vous allez continuer à faire du sage, dites-moi. Alors, je continue bien sûr la galette. À la base, c'était prévu comme un projet pop-up pour 2-3 mois, mais celui-là, elle va rester. Et ensuite, le Bistro Castille, on a la chance d'avoir un terrasse de 40 de places assises devant le restaurant. D'accord, mais là, ça va être 20 alors, du coup. Ça va être 20 places seulement avec la jauge. Ça va être... vraiment, je ne pose plus de questions. J'arrête juste d'ouvrir, quel que soit 5 ou 2 ou un client, où je vais t'accueillir toi tout seul. Je suis prêt, mais j'ai envie juste accueillir les gens. Voilà. Écoutez, madame, asseyez-vous. Votre mari, en revanche, il va manger au bout de la rue sa galette debout. Oui, bon, on sait bien que c'est une petite supercherie parce que le gouvernement veut garder un peu le contrôle, mais ça n'a pas beaucoup de sens, cette jauge à 50% sur les terrasses. On espère que ça va tomber vite. Voilà, j'espère. Par contre, le restaurant étoilé, malheureusement, il n'y a pas de terrasse. Et Nicolas Flamel, pareil, j'ai un restaurant sur Troyes qui est à la terrasse, mais on va faire avec. Bon, et donc on pourra venir, que ce soit chez Sage ou que ce soit chez Castille, goûter ces fameuses galettes libanaises, qui sont en fait des sandwichs chauds ou des pizzas du Liban, quoi. On peut dire pizza du Liban, exactement. Voilà. Bon, merci beaucoup, Alan Geham. Tout le mal qu'on vous souhaite, c'est effectivement, comme vous le disiez, de mettre toute cette expérience à profit que vous avez acquise et accumulée pendant cette année Covid. Je le disais, c'est pour ça que je voulais vous rendre hommage ce matin. Vous vous êtes relevé les manches, vous n'êtes pas laissé abattre. Beaucoup de vos confrères restaurateurs et chefs ont connu cette même expérience et du coup, leurs cuisines vont en être impactées pour l'année qui vient, parce que ça change aussi la façon de concevoir la restauration. Exactement. Vraiment, là, je suis prêt à faire beaucoup de concepts, mais adaptés à la crise sanitaire. Je vois un peu la gastronomie complètement différente. Et ça, je peux dire, on a tiré beaucoup de leçons de Covid et des leçons positives aussi. Et une fois encore, je le dis, parce que c'est une expression, je m'en suis servi pas mal pendant la crise sanitaire, à quelque chose, malheur est bon. Voilà, vous en êtes encore l'illustration. Merci Alan, bon dimanche à vous. Merci, bon dimanche. Et oui, à tous les restaurateurs qui nous écoutent et qui attendent, et les clients aussi, cette réouverture. L'émission est terminée et on promet de rendre visite à nos agriculteurs dont on a parlé tout à l'heure. Pendant ces semaines de l'agriculture qui leur sont consacrées, il y a tant à découvrir dans les fermes, dans les exploitations. Et puis, il faut surtout leur dire qu'on les aime, comme nos restaurateurs, il faut leur dire qu'on les aime. Alors moi, je leur dis, aux agriculteurs, aux restaurateurs, je vous aime, j'ai pas honte. On se retrouve dimanche prochain pour faire un peu le point sur la réouverture des terrasses et les approvisionnements, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Il a fallu remettre la machine en route, vous doutez bien. Maxime, le réalisateur, et moi-même, on vous laisse avec les infos dans un instant, puis les clés d'une vie de Jacques Pessis qui reçoit Didier Bourdon, on va se marrer. Et à midi, c'est ça la France, émission de Nathalie Schrein-Guillermin qui valorise le savoir-faire français, vous la connaissez. Bonne semaine à tous, à l'écoute de nos programmes. Et mercredi, quel que soit le temps, tout le monde aux terrasses. Je ne veux voir personne à la maison. Est-ce que c'est compris ? On va dire aussi à nos restaurateurs qu'on les aime. Et oui, on va leur redire. Et surtout qu'ils nous ont manqué.